C'est une contamination massive avec des répercussions spectaculaires. Le navire emblématique de l'armée française, le Charles de Gaulle, est à l'arrêt. 1046 marins du porte-avions sont atteints par le Covid-19. Alors, pour nous raconter cette incroyable histoire, Nathalie Guibert avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste défense pour le journal Le Monde. Vous connaissez très bien cet univers puisque vous-même, vous avez passé 45 jours, alors non pas sur le porte-avions, mais dans un sous-marin nucléaire. On va revenir avec vous sur cette crise d'une ampleur inédite. Plus de la moitié du navire frappé par le virus. D'abord, comment cette contamination en série a-t-elle été possible, Nathalie Guibert ? Alors, il y a une enquête épidémiologique qui a été lancée, donc on aura le fin mot de l'histoire, j'espère, assez rapidement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le porte-avions, c'est un navire qui embarque beaucoup de monde, mais aussi qui a autour de lui beaucoup de bateaux, et qui fait tout un périple opérationnel. Il est parti le 21 janvier, il est allé en Méditerranée orientale, au large de la Syrie, il a échangé avec plein d'armées partenaire sur son chemin. Il s'est arrêté à Chypre pour une grosse escale. Après, il est parti dans l'Atlantique. Il a fait plusieurs escales aussi dans ce cadre-là. Et donc, c'est un navire qui évolue avec des frégates, avec un sous-marin notamment, et avec d'autres bateaux, et qui a énormément d'échanges avec la terre ou avec d'autres navires en mer. Donc, on peut imaginer que c'est au cours de ces innombrables échanges que certains cas aient été importés à bord, et particulièrement à partir de la mi-mars à Brest, quand le navire s'est arrêté pour une escale entre le 13 et le 15 mars. Et là, c'est la fameuse escale dont on a beaucoup entendu parler. Effectivement, on est mi-mars. Et là, il y a même des échanges avec les familles. Les marins retrouvent leurs familles. Il y a de nouveaux arrivants qui montent aussi sur le bateau. Ça peut être aussi le moment où ça a fait flamber peut-être la contamination. Sûrement, il y avait sûrement des cas auparavant à bord. Le problème, c'est que, a fortiori dans cette population de marins, qui est une population jeune, il y a énormément de cas asymptomatiques. On a découvert qu'il y en avait vraiment la moitié qui n'avaient aucun symptôme. Mais à Brest, évidemment, on est le week-end des municipales du premier tour. Les mesures sont pas encore prises, donc le commandement s'interroge quand même, et évidemment, à ne pas lâcher tout le monde dans la nature. Il annule la journée des familles, qui est une tradition qui veut que les familles sont invitées à bord, et donc on fait visiter aux grands-mères et aux enfants les lieux de vie des marins, mais il autorise quand même l'équipage à débarquer. Et surtout, il embarque effectivement un contingent de 52 marins qui viennent d'un peu partout aussi et qui font une petite relève à bord. Et il prend des mesures en repartant des mesures barrières, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Suffisante. Eh oui, 1046 marins contaminés sur 1760. Alors, est-ce que la configuration elle-même du porte-avions peut favoriser l'épidémie ? Vous vous dites que c'est un bouillon de culture en puissance, un porte-avions. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est un navire immense. Et c'est sûr qu'il fait 260 mètres de long. On a l'impression d'un énorme bâtiment. Mais il est quand même très dense, très densément peuplé à l'intérieur. Il y a énormément de circulation. Il y a notamment ce qu'on appelle des échappées, c'est-à-dire des petits escaliers qui descendent entre les différents niveaux et dans les différentes zones, dans lesquelles des centaines de marins toutes les journées passent leurs mains sur les rampes. Les postes pour dormir, les chambres des marins sont assez nombreux. C'est des postes à 8, à 10, à 20. Donc c'est très difficile évidemment de s'isoler. Il y a les cantines, les carrés, les messes. C'est une vie collective. Et c'est une vie collective enfermée dans de la tôle. Donc forcément, ça se diffuse. Ah oui, un foyer très très confiné. Alors, donc, on comprend que tous les marins se contaminent les uns après les autres. Pourquoi est-ce que, quand c'est su, le navire ne stoppe pas sa route ? Est-ce qu'il y a eu des alertes de la part de la hiérarchie ? Alors, il semble que les premiers cas n'aient pas été pris comme tels. C'est-à-dire que, de toute façon, les médecins du bord n'avaient pas de test. Ils savaient qu'il y avait cette épidémie, mais ils ne pouvaient pas être formellement sûrs de ça. Donc, il y avait des marins qui étaient malades. Bon. Alors, on se disait, c'est les maladies saisonnières, le navire a navigué en eau froide, c'est des petites rhinos du jour. Certains marins ont dû être malades sans aller à l'infirmerie parce qu'ils ont pris sur eux. Donc, on n'a pas détecté tous les signaux. Jusqu'au 20 mars, il y a même une lettre aux familles d'un des commandants du bord, celui du groupement aérien, qui écrit aux familles
Rassurez-vous, il y a 10 marins dans l'hôpital du bord, mais c'est normal, c'est les maladies habituelles. Et puis aucun ne présente, dit-il, l'ensemble des symptômes. Ce qui veut bien dire que le commandement, effectivement, n'avait pas conscience, ne voulait pas voir qu'il pouvait y avoir juste quelques petits symptômes qui pouvaient... Parce qu'il y a quand même... Il y a quand même des marins qui sont exfiltrés, qui disparaissent. On ne donne pas trop d'explications, je crois, aux militaires qui restent à bord. Est-ce qu'on peut imaginer des pressions opérationnelles et politiques, puisque on parle quand même d'un immense paquebot de dissuasion nucléaire. C'est un paquebot qui représente la France et qui est très important. Oui, le cadre général, c'est une pression pour que les opérations militaires continuent. Et d'ailleurs, le chef d'état-major l'a dit il y a 2 jours, il l'a répété, c'est étonnant d'ailleurs les mots qu'il a employés, il a dit « les missions continuent » et il dit « il faut bien que nous continuions ». C'est-à-dire que quoi, ça veut dire que l'ordre passé par le président de la République, l'ordre politique, c'est que la France n'arrête pas ses opérations militaires contre le terrorisme, pour surveiller les approches maritimes, etc. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Après, les commandants de la marine ne sont pas des irresponsables, donc ils vont arbitrer entre un risque sanitaire et puis la nécessité de continuer. Et ils ont estimé qu'ils arbitraient favorablement dans ce cadre-là et que, certes, il y avait des malades, mais que c'était gérable, comme ils l'ont fait dans les précédentes pandémies. Il y a des pressions, j'imagine, aussi, je ne sais pas, budgétaires ou de démonstration de force. Est-ce que ça a pu jouer dans les choix aussi stratégiques? Après, ça, tout le monde intériorise ces pressions-là, et notamment les commandements opérationnels qui sont à Toulon ou à l'état-major des armées. C'est-à-dire que le porte-avions, c'est un outil qui coûte très cher, c'est un outil technique de très haute performance. Il s'est arrêté il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça a coûté plus d'1 milliard d'euros pour le remettre aux normes. C'était sa première sortie en mer? Non, c'était pas sa première, c'était sa 2e mission, mais on est toujours dans ce cadre-là de le refaire naviguer et de démontrer qu'il fait des opérations. Et évidemment, la France est surveillée par ses partenaires, mais aussi évidemment par ses adversaires là-dessus. Donc si on montre qu'on est faible, on va avoir un problème stratégique, c'est évident. Alors, est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur nos capacités de défense, finalement? Si là, la moitié du navire est à terre, enfin, le navire, de toute façon, est cloué aussi à quai, quel risque, quelles répercussions Dans l'immédiat, il est certain que ce navire ne peut pas reprendre la mer, le temps au moins des 14aines des marins. C'est vrai que le Charles de Gaulle, c'est un outil qui est complémentaire des 2 principales forces de la dissuasion, les sous-marins et les avions qui sont à terre, mais... Donc, il est évidemment participant à cet outil-là. Il est décontaminé ? Il est en train d'être décontaminé. Après, s'il y a la guerre, les commandants vous disent oh, bah, de toute façon, malade ou pas, on réembarque tout le monde et on part. Et ça, je pense qu'on peut les croire. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une nécessité de survie de la nation, oui, bien sûr. N'empêche que là, c'est quand même un problème parce que ça diffère toute une série de préparations, de formations, de maintenance. Sur des outils comme ça, tous les retards qui sont pris, après, ils se payent très cher, effectivement. Donc, et justement, là-dessus, très rapidement, mais des conséquences, est-ce que ça va permettre de transformer, peut-être de changer un peu la manière dont communique, par exemple, l'armée aujourd'hui? Je crois que traditionnellement, c'est très, très opaque. Dans la crise du Covid, on a eu un gros problème de communication, à mon sens. Le ministère, avant de parler des militaires, a très peu communiqué. On n'a toujours pas les chiffres consolidés, mis à jour régulièrement du nombre de cas de Covid dans les armées. Donc c'est un problème, oui, évidemment. Et là, je pense que ça a joué. Et c'est pour ça qu'il y a des familles qui s'inquiètent. Elles ont eu le sentiment que le commandement leur cachait des choses et ont mis en danger les marins. Alors je pense que c'est plus nuancé que ça. Mais il faut, dans ces cas-là, avoir une communication très rapide. Et là, visiblement, le commandement a retenu l'exposition de la vérité. Eh bien, merci Nathalie Guibert d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la spécialiste défense pour le journal Le Monde. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée aux annonces du Premier ministre hier soir. Le déconfinement se dessine. Alors, quel scénario? C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.